Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 16 avril. Que veulent les rebelles qui détiennent les 21 otages étrangers dans une île des Philippines? Nos envoyés spéciaux Dorothée Lyric et Frédéric Pascal viennent de rencontrer les ravisseurs, mais aussi les otages. Documents dans ce journal dans quelques instants. Les convoyeurs de fonds refusent de signer un protocole d'accord après 8 jours de grève. Le différend porte sur les salaires. Pendant ce temps, les distributeurs de billets se vident. Les marchés de plein air soumis à des directives européennes, mais aussi à des obligations françaises plus strictes en matière d'hygiène, ce qui fait grogner sur les étals. Un colloque sur la prostitution, l'occasion de se rappeler l'asservissement et l'humiliation de celles et ceux qui se vendent sur les trottoirs. Au Festival de Cannes en compétition, les destinées sentimentales d'Olivier Assayas, c'est dans la section Un certain regard Saint-Cyr de Patricia Mazui, avec en commun une actrice, Isabelle Huppert, que nous aurons le plaisir de retrouver en direct de Cannes à la fin de cette édition. Depuis plus de 3 semaines, sur l'île de Jolo, dans l'archipel des Philippines, des rebelles islamistes retiennent 21 touristes étrangers en otage. Depuis 3 semaines, on a suivi les espoirs, puis les démentis sur l'éventuelle issue positive des négociations entre le gouvernement de Manille et les preneurs d'otages. Que veulent ces derniers? Pas une rançon en tout cas, mais une sorte de reconnaissance internationale de leur cause indépendantiste. Une équipe de France 2 avec Dorothée Lyric et Frédéric Pascal révèle ce soir pour la première fois le manifeste de ces rebelles kidnappeurs, mais nos envoyés spéciaux en ont profité pour recueillir, sans aucune contrainte, les témoignages des otages, notamment de Sonia Van Ling et Stéphane Loisy, les 2 Français. La jungle, c'est le territoire des rebelles musulmans d'Abou Sayyaf. Nous avons pu pénétrer l'antre de ces preneurs d'otages parce qu'ils veulent nous utiliser comme des intermédiaires entre eux et les négociateurs du gouvernement philippin. Depuis plus de 3 semaines qu'ils détiennent les otages, ils n'avaient jamais exposé clairement leurs revendications. Ils le font aujourd'hui pour la première fois sous forme d'un manifeste. Le kidnapping, c'est notre arme pour affaiblir l'ennemi, afin de le forcer à mettre un terme à la guerre avec le gouvernement par le biais d'un traité de paix. Les rebelles ne réclament pas officiellement de rançon, mais exigent une médiation internationale via les Nations Unies et l'Organisation de la Conférence islamique. Une fois la médiation reconnue et les revendications obtenues, dit ce document, le groupe Abou Sayyaf se dit prêt à libérer les otages. La revendication en elle-même est expliquée par le commandant Radoulan, dit le Manchot. L'ennemi de notre mouvement, c'est le gouvernement philippin. Ici, dans le sud des Philippines, le but de notre mission est d'instaurer la loi islamique et l'État islamique. À 10 minutes de marche dans la jungle, si proche et pourtant si loin des leaders religieux du mouvement Abou Sayyaf, nous rencontrons les gardiens des otages. Des gamins de 16 à 20 ans aux allures de pirates des îles. À cause de la présence de quelques journalistes français, les ravisseurs sont désorientés. Ils arpentent le terrain au milieu des otages. Ils ont oublié les consignes et grâce à cela, nous pouvons rencontrer les otages français sans contrôle. Stéphane et Sonia, les Français, ainsi que Marie, la Libanaise, vont en profiter pour s'exprimer pour la première fois sans contrainte depuis qu'ils sont prisonniers et face à notre caméra. Je suis en consultant antibio. J'essaye de boire et puis ça va aller. Ça va aller. C'est qui lui? Lui c'est Robot. C'est le commandant? C'est lui, commandant Robot? Yes. Voilà. Yes. Comment ça se passe hein? Il est un peu versatile et C'est un chef quand même? ouais, mais il y en a aucun qui est vraiment chef. Il n'y en a aucun qui est vraiment écouté et on s'en rend compte dans les moments graves où ça se met à tirer. C'est-à-dire qu'il court dans tous les sens. Il y en a qui vous disent drop, couchez-vous. D'autres qui vous disent marchez. Move. D'un jour à l'autre, ça a changé tout le temps, donc on savait plus quoi penser. Encore, vous allez être libéré. Non, là ils sont c'est calmés. fini, là. Ils se sont calmés parce qu'ils voient bien qu'ils ne promettent plus rien. ne promettent plus rien. Mais à chaque fois, c'était les military operations. Chaque fois qu'on leur parlait, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'elle va sortir? Est-ce que les gens se bougent? Est-ce que les médias sont là? Oui, on va commencer, mais les militaires bloquent. On ne sait plus quoi dire. Je veux dire,
Le troisième jour, on espère qu'on s'en sortira le plus rapidement possible. Les 2 premiers jours, on était en train de se dire, ça fait 10 heures, ça fait 12 heures, ça fait 24 heures qu'on est là, et on réalisait absolument pas que 3 semaines plus tard, bah tiens, c'est Moi, je rêve. regardez bien, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare, pour pas dire qui n'est jamais quasiment arrivé. Leur quotidien, c'est cette drôle de cohabitation avec leur geôlier. Mais l'ordinaire, c'est la colère, la peur, la faim, la soif, l'épuisement physique et moral. Malgré cela, ils essayent de comprendre. Le fric, ils en veulent sûrement et ils diront pas qu'ils en veulent, ils feront un accord secret pour éviter de le partager avec tous les bandits qui sont là. Mais ils en voudront et ils en auront. La vie des Français est partagée par les otages finlandais, allemands ou sud-africains que nous avons vus. Pour eux, les ravisseurs d'Abou Sayyaf sont des hommes sans foi, ni loi, ni idéologie, et de surcroît divisés. Les revendications sont clairement indépendantistes et ce sont ces revendications qu'ils vont mettre sur la table pour marchander la liberté des otages. Et ils devraient rencontrer très prochainement les négociateurs, mais aucun rendez-vous pour l'heure n'a été fixé. Alors bien sûr, ce document a été réalisé dans des conditions particulières par Dorothée Olléric et Frédéric Pascat et il nécessite donc un commentaire explicatif que nous fait maintenant Dorothée. Si aujourd'hui nous avons pu rencontrer les otages et leurs ravisseurs, c'est parce que nous sommes depuis plusieurs jours en contact avec des intellectuels à Jolo qui sont proches du mouvement Abou Sayyaf. Alors concrètement, nous avons pu rejoindre le camp sans être arrêtés par les militaires philippins, tout simplement parce que le cordon militaire a été levé il y a quelques jours à la demande des rebelles. C'était une condition pour eux pour poursuivre les négociations. Alors on sait bien que le mouvement Abou Sayyaf tente d'instrumentaliser la presse étrangère, mais ici personne n'est dupe et il est fondamental pour nous de remplir notre mission d'information pour savoir qui sont ces hommes qui ont pris les touristes en otage. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que cette mission, on l'a faite en toute responsabilité et ça a été un moment extrêmement intense, tant pour les détenus que pour nous. Et ce soir, les otages ne se sentent plus oubliés et la présence de ces quelques journalistes est la preuve pour eux d'une mobilisation et surtout un formidable espoir pour leur libération. Alors il ne faut pas pour autant oublier ce soir qu'il y a un autre otage français actuellement, Brice Flotio, photographe indépendant retenu quelque part en Tchétchénie depuis le 1er octobre 1999. On sait où il est, qui le détient, mais les négociations n'avancent pas. Le président Chirac recevra jeudi après-midi la famille de Brice Flotio. À la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie, les deux armées poursuivent leurs affrontements. Des tirs d'artillerie sont échangés. L'Érythrée a accepté un cessez-le-feu, mais l'Éthiopie l'a pour l'instant refusé. En Israël, pour la 5e journée consécutive, de nouveaux heurts ont éclaté en Cisjordanie entre manifestants palestiniens et soldats israéliens. Il y a 27 blessés qui viennent s'ajouter aux 3 morts et 300 blessés de ces dernières 48 heures. L'émissaire américain Denis Ross est arrivé aujourd'hui à Jérusalem pour une nouvelle mission de relance du processus de paix. Après 8 jours de grève et malgré 16 heures de négociations jusqu'à l'aube, un accord n'a pas été trouvé entre le patronat et les fédérations syndicales des convoyeurs de fonds. Les syndicalistes veulent renégocier car les propositions en matière de salaire sont insuffisantes selon eux. Reportage Gilles Marinet, Dominique Marotel. La négociation, qui a duré toute la nuit dernière, s'est soldée au petit matin par un échec. Mais les deux partis, patrons et syndicats, avaient décidé de se revoir cet après-midi au ministère des Transports. Officialisation du désaccord ou bien ouverture d'une nouvelle discussion, les syndicats se déclaraient prêts à toute éventualité. Eh bien écoutez, on dit toujours qu'il faut être deux. Je crois que les organisations syndicales sont présentes ce soir avec l'idée que ce n'est pas une séance de signature, c'est une séance de négociation, espérant que la deuxième partie, qui est le patronat, va venir avec la même volonté. De toute façon, on ne lâchera pas, on ne lâchera pas, Francis, on ne lâchera pas. La volonté des salariés, elle, s'est manifestée dès ce matin. La grève continue, notamment parce que la principale revendication, 1500 francs de prime mensuelle, n'a pas été complètement satisfaite. Dans ce texte, il n'y a rien. Concrètement, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de ce qu'ils veulent nous donner. Il n'y a rien qui nous intéresse. Ils veulent nous donner en 2002, en 2005. Les gars, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient tout de suite obtenir au moins les 1500 francs. Pourtant, des concessions ont été faites à propos de la prime mensuelle, sur le relèvement des salaires ainsi que sur le réaménagement du système de pré-retraite. Concernant la sécurité, le gouvernement est entré en scène. Jean-Pierre Chevènement proposera demain un projet de loi invitant notamment les banques à sécuriser au maximum l'accès aux convoyeurs de fonds. Mais le problème social demeure. À réduire ce fossé. C'est un débat social qui porte sur le niveau de la rémunération. Disons que c'est une profession qui comporte objectivement des risques sérieux.
Finalement, il n'y aura pas aujourd'hui de nouvelles confrontations. Le patronat vient en effet de faire savoir qu'il avait décidé d'arrêter sine die toute négociation. Et l'on parle maintenant bel et bien d'un risque de pénurie de billets de banque. 60% des appareils distributeurs sont hors service, selon des chiffres communiqués par les banques. Le circuit de l'argent est donc très menacé, car non seulement la petite monnaie se fait rare, mais les commerçants de détail n'acceptent pas toujours les petits paiements par carte. Reportage Juliette Beau, Émilie Lançon et Christian Gallet. Des espèces sonnantes et trébuchantes, le rêve de tout commerçant ces derniers jours. Car depuis le début de la grève, le circuit de l'argent est déséquilibré. Résultat, certains n'hésitent pas à faire quelques provisions de petites monnaies par expérience du passé. Il y a quelques années, il y a eu le même problème et le banquier venait nous demander d'apporter rapidement la recette pour qu'ils aient quelques espèces de plus pour donner aux clients. Aujourd'hui, la situation n'est pas aussi grave. Tout d'abord, parce que les 2/3 des pièces en circulation ne repassent habituellement pas par les banques. Elles circulent normalement de porte-monnaie en tiroir-caisse. Ensuite, parce que les banques fournissent quand même quelques rouleaux, même si c'est au compte-gouttes. Quelques rouleaux de 10 francs, des pièces de quelques rouleaux de 5, quelques rouleaux de 2, mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose comme monnaie. Autre problème, les distributeurs les plus isolés ne sont plus alimentés. Sur les 30 000 répartis dans l'Hexagone, plus d'1 sur 2 est hors service. Alors pour éviter que la recherche d'argent ne se transforme en marathon, il est conseillé d'aller directement au guichet des agences. Là, les retraits sont parfois rationnés de 500 à 1000 francs, mais ils sont souvent possibles car toutes les agences recyclent les billets déposés. Quant à la consommation, elle n'a pas encore subi les contre-coups de la grève. Beaucoup de commerçants se sont adaptés. Ce supermarché accepte désormais les cartes bleues à 5 francs. 5 francs, ah bah écoutez, c'est fabuleux alors, voilà, c'est impeccable. Donc là, je vais en avoir un peu plus que pour 5 francs, mais c'est bon. Une mesure provisoire en attendant le déblocage de la situation. Tout est à revoir dans les banques concernant la réduction du temps de travail. La Cour d'appel de Paris vient en effet d'annuler dans sa totalité l'accord signé le 4 janvier sur les 35 heures. Les magistrats ont estimé que cet accord était non conforme au droit. De nouvelles normes d'hygiène pour les marchés de plein air entraient en application aujourd'hui. Au départ, il y a une directive européenne, mais aussi une réglementation française encore plus stricte. Les denrées alimentaires doivent être conservées à une température qui n'entraîne pas de risque pour la santé. Sur ce principe, tout le monde est à peu près d'accord, mais les commerçants de marchés de plein air s'estiment menacés et veulent notamment, avec l'appui de la Confédération paysanne, contraindre les pouvoirs publics à négocier. Explication Elisabeth Esley avec Jean-Louis Bousser. 1993, une directive européenne exige que sur les étalages, les denrées soient conservées à une température qui n'entraîne pas de risque pour la santé. 7 ans plus tard, cette recommandation est plus ou moins suivie selon les pays. La France faisant preuve d'une sévérité exceptionnelle, puisqu'un arrêté pris en 1995 durcit la directive européenne en imposant une échelle de température sur les étalages. Entre 0 et plus 2 degrés sur glace fondante pour les poissons et crustacés, 4 degrés maximum pour les denrées très périssables comme la viande, la charcuterie, les fromages, les pâtisseries, 8 degrés maximum pour le beurre et les desserts lactés. Pour respecter ces températures, les commerçants ont le choix du matériel. Vitrines réfrigérées ou plaques froides, congelées, maintenues à moins 30 degrés, placées sous les produits. Enfin, les marchés doivent disposer d'un nombre suffisant de points d'eau et de prises électriques fournis par les mairies. Une borne pour 3 ou 4 commerçants serait l'idéal. Aujourd'hui, seulement 60% des marchés en sont équipés. Alors aujourd'hui, nous sommes allés vérifier sur place l'application de ces normes en matière d'hygiène, surtout pour la fraîcheur des produits fermiers. Karine Comasi et Denis Pardano ont suivi un contrôleur sur le marché des Arceaux, c'est à Montpellier. Pas de procès verbal, mais le message a beaucoup de mal à passer, chacun ayant une bonne raison de ne pas appliquer ces normes de protection. Vous avez un produit là comme ça qui évidemment avec des œufs et du lait ne peut pas rester à température ambiante, ça vous connaissez mieux que moi. Premier jour de réglementation dans le camion à crêpes d'un couple de Bretons. Pour la pâte à 4 degrés, il faudra repasser. Évidemment, je ne vais même pas prendre la température à cœur du produit parce qu'il fait au moins 30 degrés là. Et vous imaginez le risque que ça représente. Qu'est-ce que vous faites? Vous verbalisez? Non, je ne vais pas verbaliser. Aujourd'hui, je suis en information. J'ai plutôt un rôle de pédagogue, ce qui est un peu étonnant quand on nous connaît. D'autant plus étonnant que les marchés de plein air avaient 5 ans pour appliquer les nouvelles normes d'hygiène et notamment de température. Ce matin, on était loin du zéro faute, mais derrière l'étal, on s'est argumenté. Il faut investir dans un frigo, ça, ce qui est tout à fait normal. Mais s'il n'y a pas d'électricité sur le marché, il faut réinvestir dans un groupe. Vous avez donc des produits, je pense notamment la tarte aux frais, etc., qui doivent être conservés au frais. Or, vous n'avez pas de froid. Pourquoi?
Je ne me suis pas encore décidée. On a eu des journées de formation dans le Gard qui nous ont dit attendez les contrôles pour qu'ils vous informent exactement de ce qu'il vous faut comme matériel par rapport à ce que vous vendez. Parce que nous, par exemple, c'est uniquement végétarien. Alors, Midi, 25 degrés. Le pélardon à température ambiante s'alanguit sur la toile cirée. Un peu plus loin, faute d'électricité sur le marché, un couple qui a investi 600 000 francs pour un camion à plaque réfrigérée rechargeable. Le jambon y atteint près de 10 degrés. Le produit est encore consommable, mais les risques sont, réglementairement parlant, il n'est plus bon, mais on n'arrivera jamais à 4 degrés en fin de marché avec les températures, avec l'ouverture, etc. Marchands et municipalités doivent maintenant s'équiper rapidement. Si aujourd'hui il n'y a pas eu de PV, l'indulgence devrait être de courte durée. Et l'on reparle du quinquennat. L'occasion des questions d'actualité à l'Assemblée nationale fournissait le lieu d'une réponse de Lionel Jospin à la proposition formulée la semaine dernière par Valéry Giscard d'Estaing. Mais dans l'échange entre l'ancien président et l'actuel Premier ministre au Palais Bourbon, il y a eu ce que l'on appelle une pique, voire un tacle à l'adresse du président Chirac. Reportage à l'Assemblée nationale, Philippe Boissry avec François Granier. Depuis qu'il a relancé le débat sur le quinquennat, Valéry Giscard d'Estaing n'entend pas se faire voler la vedette. C'est donc lui-même qui a questionné le Premier ministre sur la réduction du mandat présidentiel. Une réforme à confier selon lui aux parlementaires majoritairement favorables, sans attendre une possible évolution du président de la République. Jacques Chirac appréciera. Le président de la République avait exprimé publiquement son hostilité au quinquennat sous toutes ses formes. Et en période de cohabitation, il était difficile au Premier ministre de présenter une proposition contraire à la position prise par le président de la République. Si à gauche on applaudit sans compter, à droite on fait plutôt grise mine. Lionel Jospin aura finalement la réponse moins acérée. S'il rappelle qu'il n'a pas pris l'initiative avant pour cause de cohabitation et d'opposition présidentielle, il n'entend pas exclure du jeu Jacques Chirac. Monsieur le député, si le président de la République entendait prendre cette initiative avec le même objectif d'un aboutissement effectif et rapide, alors, ainsi que je le lui ai indiqué, je serai naturellement prêt à lui faire la proposition nécessaire. À gauche comme à droite, chacun se réjouit, se dispute la paternité et regarde vers l'Élysée. Je comprends la difficulté pour le président de la République d'intervenir parce que, comme plusieurs fois, au moins 4 fois dans les 4 dernières années, il a marqué son hostilité au quinquennat, c'est sans doute compliqué pour lui d'évoluer ou de changer de tout au tout. Les Français ne comprendraient pas que le président de la République puisse ne pas avoir son mot à dire sur une réforme qui non seulement le concerne, mais qui concerne l'institution dont il est le garant. Tant ici au Parlement, certains le pensent. C'est la preuve qu'ils n'ont pas encore tout à fait compris quel est le régime dans lequel nous vivons. Ce soir, à l'Élysée, on affirme ne pas vouloir polémiquer pour ne pas mettre en péril une réforme jugée aujourd'hui possible. Jacques Chirac entend bien poursuivre la concertation avec Lionel Jospin et ne pas se faire déposséder de son titre de garant des institutions. Il consulte, cela s'appelle donner du temps au temps. Ségolène Royal, relaxée par la Cour de justice de la République, elle était accusée de diffamation pour avoir dénoncé des faits de bizutage en 1997, faits commis au lycée Thiers de Marseille. Les enseignants s'étaient sentis visés, en tout cas 2 d'entre eux. Ils avaient tort, ont dit les juges de la Cour de justice, mais fallait-il aller jusque-là, jusqu'à réunir une telle cour? C'est bien toute la question. Tentative de réponse maintenant avec Dominique Verdeillan et Jean-François Monnier. 2 jours de procès, 2 heures de délibéré, après plus de 2 ans de procédure. Ségolène Royal est relaxée, pas de diffamation, les faits de bizutage étaient avérés, dit la Cour de justice. Un jugement qui, pour l'accusé, réhabilite le ministre Ségolène Royal. Je crois que c'était un hommage qui a été rendu à mon action ministérielle, une action difficile, à ma méthode ministérielle. Je crois que la vie politique, c'est aussi parfois savoir prendre des risques. Je suis une femme politique qui prend des risques. En portant plainte contre Ségolène Royal, les 2 enseignants ont également pris un risque que l'accusation se retourne contre eux. Plaignants défaillants, plaignants complices, avait dit l'avocat général. Ils ont prêté leur concours au bizutage, ont décidé les 15 juges. Je suis décidé avec ma collègue de poursuivre notre lutte et notre démarche. Mais vous vous retrouvez aujourd'hui en position d'accusé. Alors effectivement, je considère que ce procès n'a pas été le procès de notre diffamation. Ça a été quoi? Le procès ça a été le procès du bizutage, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Une procédure longue, une juridiction imposante pour un dossier de diffamation que les magistrats jugent quotidiennement dans l'indifférence totale. À la Cour de justice, 2 autres dossiers sont en souffrance. Ils concernent les anciens ministres Michel Gilibert et Claude Évin.
La juge d'instruction parisienne Chantal Perdry, chargée d'une affaire de faux électeurs à Paris, a fait procéder par des gendarmes à une perquisition dans ses locaux, les locaux des hôtels de ville du 5e et du 6e arrondissement de la capitale, fief de Jean Tibéry. L'enquête judiciaire porte sur des manœuvres frauduleuses présumées à propos de listes électorales. 3 compagnies aériennes françaises fusionnent, AOM, Air Liberté et Air Littoral. Elles représentent 30% des parts du marché aérien français. Derrière ces compagnies, il y a Swissair. Reportage Émilie Lançon et Michel Levasseur. Et si demain, il n'y en avait plus qu'un au lieu de 3? Un seul et même guichet d'enregistrement pour AOM, Air Liberté et Air Littoral. Les 3 compagnies aériennes vont fusionner. Le nom du nouvel ensemble est pour l'instant tenu secret, mais on sait que Swissair est derrière et détient près de la moitié du capital de chaque société. Le nouveau groupe a pour ambition de devenir le numéro 2 du transport aérien français, une ambition qui part d'un constat plutôt désagréable. Chacun de ces acteurs pris séparément ne peut pas aboutir à une situation économique viable. C'est par l'addition de ces 3 acteurs que l'on constituera véritablement un réseau, et ce réseau, à côté de celui d'Air France, est un réseau qui pourra être rentabilisé. Ce nouveau réseau, ce sera 110 avions, 10 millions de passagers, 10 milliards de chiffres d'affaires et 6 000 salariés. Des salariés qui craignent pour leurs emplois. Quand on regroupe 3 entreprises qui perdent 1 milliard et qu'on veut faire derrière une restructuration, on craint forcément un plan social et beaucoup de casse sociale. La direction de son côté assure qu'il n'en sera rien. Côté tarif, elle a d'ores et déjà fait savoir qu'il sera impossible de les revoir à la baisse. Elle entend toutefois faire la différence sur la qualité de ses services. À l'UNESCO, à Paris, aujourd'hui, on parlait prostitution. La réunion avait un intitulé « Peuple de l'abîme, la prostitution aujourd'hui » et militait pour l'application réelle des textes concernant la répression du proxénétisme, la prévention et la réinsertion des prostituées. Une 50aine d'entre eux, hommes et femmes, sont d'ailleurs venus s'inviter à ce colloque où l'on voulait parler de prostitution sans les entendre. Commentaire Olivier Galzier avec Pierre Moscovici. Oui, je suis travailleuse du sexe et je veux parler. J'ai des choses à vous dire. Les prostituées prennent la parole, le colloque parlait d'elles, mais les organisateurs avaient tout simplement oublié de les inviter. Comment quelqu'un qui ne sait pas quel travail nous faisons, quelle vie nous avons, peut parler de ça à notre place? Elles se voient en mères de famille, elles ont peur que leur mari vienne nous voir, que leurs enfants viennent nous voir. Difficile rencontre entre 2 mondes quand celui de la nuit surgit en plein jour. Ce que ces femmes refusent, c'est qu'on leur parle d'abolition. Car pour elles, ce n'est pas la prostitution qui est en cause, mais bien les formes modernes d'esclavage qu'elle peut prendre. Un avis partagé par cette députée suisse, ancienne prostituée. Dans mon propos, il n'est pas question d'abolir la prostitution. On est là seulement pour parler, enfin en ce qui me concerne, je suis là seulement pour parler d'esclavage moderne et de combattre ce fléau. On se retrouve en face d'un système très élaboré, un système mafieux qui met en place des filières et qui sont très difficiles à pouvoir les localiser et encore plus difficiles à pouvoir les neutraliser. Ces filières viennent aujourd'hui d'Albanie ou d'Europe de l'Est. On y trafique indifféremment du sexe, de la drogue ou des voitures volées. Qu'importe l'objet, pourvu qu'il rapporte. Ces filles sont albanaises, nous sommes à Bordeaux, et depuis quelques mois, elles ont envahi le trottoir du quartier chaud. Leur particularité, elles sont très encadrées et leurs proxénètes particulièrement violents. Ainsi, Roxane, une habituée, nous raconte l'histoire d'une autre habituée qui a eu le malheur de disputer son bout de trottoir à une albanaise. Elle a vu quatre mecs venir dans une voiture, elle a cru que c'était pour l'argent, elle a voulu donner l'argent et carrément les mecs lui ont dit non, c'est pas l'argent qu'on veut, c'est toi. Et ils l'ont tabassée, elle est tombée dans les pommes, puis elle s'est retrouvée évidemment à l'hôpital et elle a été portée plainte à la police et la police lui a conseillé de quitter Bordeaux. Albanaise ou fille de l'Est, elle serait en tout plus de 500 000 en Europe et pour les 2 tiers, il s'agirait de prostitution forcée. Chiffre d'affaires estimé pour la filière au niveau européen, 2 milliards de francs par nuit. Désormais, partout en France, on pourra consulter un fichier de photos de victimes présumées de pédophiles. Ce fichier est destiné à accélérer des enquêtes sur des enfants disparus, à infirmer ou à confirmer les doutes ou les soupçons que nourrissent depuis plusieurs années parfois les parents de garçons ou de filles dont ils sont sans nouvelles. Ce fichier sera diffusé dans les gendarmeries et dans les services de police. Reportage Agnès Gardet, Pascal Caron et Olivier Journia. Au total, 572 photos, des mineurs, pour la plupart des petits garçons.
Un catalogue sordide, extrait d'un CD-ROM retrouvé en 98 aux Pays-Bas, au domicile d'un pédophile notoire. Il y a 2 mois, la presse française révèle l'existence de ce fichier. D'emblée, les associations de protection de l'enfance demandent une large diffusion de ces photos. J'avais évoqué dernièrement la possibilité de transmettre à tous les juges de France ce fichier pour qu'ils puissent travailler. Donc aujourd'hui, c'est la réplique qui est donnée. Je trouve que c'est très important pour nous, bien sûr, et pour les enfants. Jusqu'ici, ces centaines de photos n'étaient consultables qu'à la brigade de protection des mineurs à Paris et sur rendez-vous. Difficile de répondre à tous les appels. Alors aujourd'hui, toute personne ayant des soupçons pourra près de chez elle lever le doute. Le fichier est à leur disposition dans tous les commissariats et gendarmeries de France. Cette opération transparence doit permettre d'établir l'existence ou non d'un réseau pédophile en France. Au parquet des mineurs de Paris, on relativise la portée du document. Un certain nombre de ces clichés sortent de revues où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. À ce jour, une trentaine de signalements ont été enregistrés, 2 font l'objet d'une plainte. Dans quelques jours, des enquêteurs français partis pour les Pays-Bas reviendront avec les photos originales du fichier. L'enquête pourra alors avancer. Notre correspondant en région Rhône-Alpes, Benoît Gadret, vient de nous indiquer que demain, le parquet de Grenoble ouvrirait une information judiciaire contre X pour homicide et blessures involontaires à la suite de l'accident de Voiron, accident causé par un camion fou qui a fait 2 morts et 6 blessés. Contre la délinquance assistée par ordinateur, une 50aine de gendarmes pour toute la France, ce qui est bien peu, mènent une série de recherches contre les sites illégaux, les trafics via Internet. La cybercriminalité nécessite d'importants moyens. Ceux des gendarmes, bien qu'efficaces, sont encore loin d'être suffisants. Vous voyez le reportage de Stéphane Bretner et Vincent Ferreira. La traque dure depuis une semaine. Une course-poursuite virtuelle derrière le créateur d'un site pédophile. Pour brouiller les pistes, celui-ci utilise un autre site au Pérou, totalement légal celui-là. Un jeu de cache-cache qui donne le tournis aux enquêteurs. Généralement, il utilise une connexion gratuite chez un hébergeur gratuit, également une boîte aux lettres gratuite. Donc c'est très difficile et en plus c'est à l'étranger, donc d'où la complexité. Ici, la moitié des affaires concernent la pédophilie. 150 dossiers traités l'année dernière, mais ils ne sont que 12 spécialistes. Fausses cartes bancaires, téléphone portable, ordinateur, ils cherchent sur ces supports toutes les informations laissées par les délinquants. Dans le bâtiment d'à côté, des gendarmes surfeurs passent leur journée sur Internet. Nous sommes à la cellule de veille. Ici, on ne fait que du renseignement en répertoriant les sites illégaux. Des sites qui viennent généralement de l'étranger et en ce moment, on s'intéresse à ceux qui permettent de falsifier les cartes bancaires. On a beaucoup de dossiers sur ce genre de site marchand avec des numéros de carte bancaire ou volés ou générés automatiquement par des logiciels. Avec les moyens actuels, difficile de faire face à cette cybercriminalité galopante et de plus en plus évoluée. Les criminels ont toujours suivi les technologies. Lorsque la voiture est arrivée, ils ont pris la voiture pour aller plus vite que nous. Avec l'Internet et le téléphone portable, etc. Ils essayent de surfer sur cette vague et donc forcément on doit s'adapter le plus rapidement possible. Pour être à la page, 50 spécialistes seront formés cette année, une évolution indispensable. Alors sans attendre un dispositif mondial, des sociétés sont déjà spécialisées dans la sécurité informatique des entreprises. Ainsi, Patrice Pellet et Valérie Lucas rapportent le cas de NormanNet, une société située en Haute et Basse Normandie qui sait filtrer tous les virus. En Normandie, on ne se laisse plus pirater sans réagir. Depuis 4 ans, cette société, NormanNet, s'est spécialisée dans la sécurité sur Internet. Et le travail ne manque pas, avec l'intrusion des pirates, l'espionnage des lignes et enfin les colis piégés sous forme de virus. NormanNet, par exemple, trie instantanément tous les emails, le courrier électronique de ses clients et éradique immédiatement les indésirables. Il est 11h45. On voit que le dernier virus se trouvait à un nom un petit peu barbare. Il s'appelle W97M. On a trouvé depuis le début de la matinée 3 virus
qui ont été nettoyés, vous voyez, cleaned. Ici, 24 heures sur 24, on fait de l'assistance en ligne, on répare et on protège les ordinateurs à distance. Les clients sont moins stressés, comme ce chef d'entreprise qui a été jusqu'à souscrire une assurance antivirus auprès de Normandnet et a évité ainsi le blocage de ses ordinateurs par le virus I Love You. J'ai décidé de m'assurer et de payer, puisque c'est un gage de qualité que nos clients exigent en termes de transmission d'informations. Et deuxième point, c'est d'éviter des pertes de production vis-à-vis de nos techniciens. La surveillance d'un ordinateur coûte 10 francs par mois pour un particulier, 2000 pour une entreprise de taille moyenne. Selon un sondage, 40% des entreprises françaises considèrent aujourd'hui que la sécurité informatique est un investissement prioritaire. Du sport, du football, demain soir sur France 2, à partir de 20h35, en direct du Parkenstadium de Copenhague, se disputera la première finale de la Coupe de l'UEFA dans sa nouvelle formule. L'équipe turque de Galatasaray s'est opposée à celle des Anglais d'Arsenal, équipe entraînée par Arsène Wenger, avec Thierry Henry, que les spécialistes anglais ont déjà baptisé l'inarrêtable. Reportage Alain Vernon et Didier Rancoeur. Ironie du sport, la dernière Coupe d'Europe gagnée par les Anglais d'Arsenal, c'était précisément à Copenhague en 1994. Les Gunners, les canonniers, avaient battu les Italiens de Parme 1-0 dans un stade qu'ils retrouvent mercredi soir en finale. Si Arsenal l'emporte, ce sera le 3e trophée européen du club londonien en 30 ans. Et pour gagner, les canonniers comptent beaucoup sur la nouvelle star du foot britannique, Thierry Henry, 22 ans, meilleur buteur de son club avec 26 buts au total. Qui l'arrêtera, dit même l'Angleterre. En championnat, 17 buts ou en Coupe d'Europe, 8 buts, Thierry Henry est l'un des meilleurs attaquants européens du moment, comme contre Lens en demi-finale de l'UEFA. Henry a changé. J'ai beaucoup mûri ces temps-ci, notamment donc cette année. Avec Arsène Wenger, ça a été facile, parce que c'est quelqu'un qui comprend ses joueurs, qui leur parle au bon moment, et donc il a su me remettre sur de bons rails. Après son passage raté l'an passé à la Juventus de Turin, Thierry Henry débarque à Londres l'été dernier pour rejoindre son premier entraîneur de Monaco, Arsène Wenger. Petite révolution, Wenger en fait un avant-centre. Il a la puissance, il a la vitesse, il est adroit, et à mon avis il est intelligent, donc c'est déjà pas mal. Paris réussi. Thierry Henry, déjà champion du monde à 20 ans, auteur de 3 buts en 98, retrouve aussi les Bleus de Roger Lemaire après 1 an et demi d'absence. C'est bon pour le moral d'Arsenal, c'est bon pour le moral de l'équipe de France. Il marque ici le 2e but en Écosse. Tout cela à 3 semaines du championnat d'Europe des Nations. Du tennis, le directeur du tournoi de Roland-Garros depuis 20 ans, Patrice Clerc, va quitter ses fonctions le 11 juin prochain, après les internationaux de France 2000, et il pourrait prendre la succession de Jean-Claude Killy au sein du groupe Amaury. Du cinéma maintenant, avec le Festival de Cannes. Cannes, c'est presque une journée Isabelle Huppert aujourd'hui. Elle fait partie de la distribution du film d'Olivia Sayas, Les Destinées Sentimentales, film en compétition, mais elle est aussi dans un autre film de Patricia Mazui, Saint-Cyr, présenté dans la section Un certain regard. Avant de retrouver en direct de Cannes Isabelle Huppert, Marie Jaujoin, Patrice Schmecker et Christian Baglan racontent un peu Saint-Cyr, où Madame de Maintenon, l'épouse secrète de Louis XIV, décide de fonder une maison royale pour accueillir les jeunes filles, puis les livre dans une belle utopie à l'intégrisme. C'est un épisode de l'histoire étonnant et peu connu. En 1686, dans la France ruinée par les guerres de Louis XIV, Madame de Maintenon, épouse secrète du roi, ouvre près de Versailles l'école de Saint-Cyr. Féministe avant l'heure, elle veut offrir aux jeunes filles de la noblesse pauvre la possibilité de devenir des femmes libres. 5 ans plus tard, pour les jeunes filles, le rêve vire au cauchemar. Je le lirai. Je veux connaître toutes vos interrogations pour mieux vous aider, Lucie. La Maintenon entre en religion comme elle est entrée dans les faveurs du roi. Sa peur de l'enfer et sa bigoterie la poussent à détruire son rêve et ses pensionnaires avec. Pour interpréter le rôle de cette femme complexe et perturbée, Patricia Mazui souhaitait une actrice audacieuse. Le choix d'Isabelle Huppert, si vous voulez, il a dégagé toute la liberté du film. C'est-à-dire que, en fait, il fallait quelqu'un qui soit super fort pour pouvoir jouer des trucs très durs, pour pouvoir incarner une femme d'une cruauté incroyable au fur et à mesure qu'elle pense que son projet est un échec, en même temps en étant dans une angoisse terrible puisqu'elle a peur d'aller en enfer elle-même. Pour les besoins du film, trouver 250 jeunes filles relevait aussi de l'exploit. Patricia Mazui a fait tous les lycées de France. Elle a eu le coup de foudre pour Morgane More et Nina Meurice,
16 et 13 ans, les deux protégés de Madame de Maintenon, deux jeunes inconnus confrontés à une star du jour au lendemain. On lui doit beaucoup parce qu'elle a su nous considérer comme des actrices et pas comme des petites filles qui commencent à jouer du théâtre. Et elle nous donnait pas beaucoup de conseils, mais elle était toujours très présente et je crois Elle nous donnait pas de conseils, mais on lui en a jamais demandé vraiment. Un film en costume d'époque, flamboyant, comme on les aime à Cannes, mais traité avec une étonnante modernité. Une Isabelle Huppert bouleversante. On pourrait s'étonner que le Saint-Cyr de Patricia Mazui ne soit pas dans la sélection officielle. Bonsoir Isabelle Huppert. Bonsoir. Alors je sais que vous êtes étonnée vous aussi de ça, on en parlera peut-être. D'abord un commentaire sur ce qu'on appelle un film d'époque. A priori quand on dit ça, on se dit il va y avoir un joli décor, de très belles images. Pas du tout, Patricia Mazui a fait quelque chose qui est même une rue d'époque, c'est assez dur. Oui, elle échappe à tous les pièges de la convention et de l'académisme, c'est vrai. Elle signe là un film historique d'auteur. Et c'est vrai que généralement les films historiques, c'est un petit peu prévisible. Et là, elle restitue de l'époque des aspects qu'on n'a pas l'habitude de voir, la dureté physique, le froid, la boue. Elle évite tous les poncifs du genre, le décorum, l'apparat. C'est ça. Alors, une nouvelle fois, vous jouez une sorte de personnage double, parce qu'au départ, Madame de Maintenon, c'est quand même une femme qui s'est beaucoup servie des hommes pour arriver au pouvoir, et puis qui ensuite va va livrer ses filles à l'intégrisme. Comment vous l'avez perçu, ce personnage ? Eh bien, Madame de Maintenon, oui, elle a mis en place elle avait un projet très utopiste. Au fond, c'est un petit peu la première, peut-être pas la première, mais c'est une féministe avant l'heure, une féministe qui s'ignore, qui ne le sait pas. Et c'est justement parce qu'elle ne sait pas qu'elle va échouer. Elle met en place tout un dispositif et tout ce qu'elle offre aux jeunes filles pour, en principe, les affranchir de leur servitude féminine, c'est précisément ce qui va les asservir au bon vouloir des hommes. Et à partir de ce moment-là, elle fait machine arrière. Et comme elle est le produit des contraintes de son époque, le XVIIe siècle était très soumis à la terreur religieuse, tout d'un coup, tout ça, la machine s'emballe, elle devient folle. Et elle fait de cette école, qui était un peu une école libérale, une prison. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a un renversement parce qu'elle se met à détester Anne, qui est jouée par Morgane More, et à aimer Lucie, alors que Anne, c'est plutôt la rebelle, c'est celle qui lui ressemble le plus au départ. Oui, mais c'est justement la partie rebelle d'elle-même qu'elle va finalement combattre. Et ces deux petites filles sont les deux projections inversée de Madame de Maintenon. Et cette partie rebelle, c'est celle qu'elle supporte le moins, parce que c'est celle finalement qu'elle assume le moins. Elle va, par commodité, s'en remettre à Dieu, par peur de l'enfer. Donc elle va détester cette partie d'elle-même, cette partie rebelle d'elle-même. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans Madame de Maintenon? Parce que je suppose quand vous avez préparé le rôle, vous êtes un peu rentré dans ce personnage. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus proche de vous, par exemple? Ah, elle n'a rien à voir avec moi. Ah bon? Elle a beaucoup de... J'espère. Elle est assez terrifiante. Elle est quand même plutôt montrée par Patricia Mazui comme un monstre, comme un personnage d'épouvante. C'est aussi comme ça que Patricia Mazui donne des accents très contemporains à son film. C'est aussi comme ça qu'elle nous montre comment naissent tous les fanatismes, comment naissent tous les intégrismes, comment on façonne des enfants en faisant ce qu'on veut. Donc j'ai pas vraiment cherché à lui ressembler ni ce qui pouvait me ressembler. Mais en revanche, c'est vrai que même si je joue un personnage un peu monstrueux, j'essaye pas forcément de lui trouver des justifications, mais enfin, j'ai essayé de faire comprendre ce qui était terriblement angoissant pour Madame de Maintenon, sa fragilité finalement, parce que c'est une femme folle, forte mais fragile. Oui. Vous aimez, Isabelle Huppert, vous aimez bien Cannes, hein? Vous avez eu un prix d'interprétation en 78, je crois, pour Violette Nozière, vous avez été membre du jury, vous avez présidé la cérémonie, je crois, il y a 2 ans. C'est un festival dans lequel vous vous sentez bien à l'aise? Ben oui, Cannes a l'air de bien m'aimer aussi, parce que c'est vrai que ce soir j'ai présenté Les Destinées sentimentales de Lévi Assayas et que c'était mon 13e film en compétition. Donc les années passant, je m'y sens de plus en plus à l'aise, oui. C'est une grande fête et c'est aussi un endroit de réflexion sur le cinéma. C'est un forum, mais c'est aussi une vitrine extraordinaire pour le cinéma.
Il ne faut pas bouder son plaisir. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Cannes. Et puis Isabelle, je voudrais signaler qu'on aura le plaisir de vous voir au Festival d'Avignon dans Médée, qui sera monté par Philippe Lassalle. Merci beaucoup. Jacques Lassalle. Jacques Lassalle. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités concernant cette journée. Aux Philippines, les rebelles qui détiennent 21 otages depuis 3 semaines réclament une médiation internationale dans un manifeste. Les otages français rencontrés par nos envoyés spéciaux Dorothée Lyric et Frédéric Pasquet ne semblent pas croire à une libération rapide. Et puis les convoyeurs de fonds qui refusent de signer un protocole d'accord après 8 jours de grève, le différend porte sur les salaires. Pendant ce temps, les distributeurs de billets se vident et les patrons des convoyeurs de fonds disent qu'ils repoussent sine die les négociations. La météo dans quelques secondes avec Sophie Davant. Le dernier journal, c'est à 0h45 avec Laurence Ostolaza, suivi de Futur Intérieur, le magazine présenté par Albert Duroy. Demain à 13h, vous trouverez Carole Gessler et puis en direct de Cannes, Rachid Arad. À demain 20h. Bonsoir. Merci.